Niger Voice, la radio de la diaspora africaine, le journal. Très heureux de vous retrouver pour cette édition sur les ondes de Niger Voice, la radio de la diaspora africaine. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations dont voici les titres. Le Togo réaffirme sa solidarité avec le pays de l'Alliance des États du Sahel AES et lance une stratégie Togo-Sahel 2026-2028 axée sur le dialogue, la sécurité et l'intégration régionale. Lomé ambitionne de jouer un rôle de médiateur en se positionnant comme un pont entre le Sahel et la communauté internationale. De leur côté, les autorités sahéliennes saluent l'initiative tout en insistant sur le respect de leur souveraineté et de leurs priorités. Le gouvernement du Niger et l'UNICEF ont renforcé leur partenariat afin d'améliorer le bien-être des enfants en mettant l'accent sur des actions conjointes plus soutenues. Les priorités incluent la santé, la nutrition, l'éducation et la protection de l'enfance avec l'objectif d'accélérer le projet et d'offrir à chaque enfant les conditions pour s'épanouir pleinement. Voilà pour le sommaire de cette édition qui vous sera présentée par Imrana Kilomega. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Je l'annonçais dans les titres, le ministre togolais des Affaires étrangères Robert Doucet a réaffirmé la position de son pays vis-à-vis des États du Sahel, membres de l'Alliance des États du Sahel AES, lors d'une réunion de haut niveau consacrée à la nouvelle stratégie du Togo pour la région tenue samedi à Lomé. Cette stratégie dite Togo Sahel 2026-2028 s'articule autour de 5 piliers structurants: le dialogue politique avec l'AES, la coopération régionale et internationale, la lutte contre le terrorisme, la coexistence pacifique et le renforcement de l'intégration économique régionale. Ces axes constituent la colonne vertébrale de l'approche togolaise dans un contexte marqué par l'instabilité sécuritaire et les recompositions diplomatiques au Sahel. Dans son allocution, le chef de la diplomatie togolaise a insisté sur la solidarité de son pays avec les États sahéliens confrontés à l'insécurité. La position du Togo est claire, le Togo est et sera toujours du côté des frères et sœurs des pays du Sahel, a-t-il déclaré. Évoquant les relations avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger, piliers de l'AES, Robert Doucet a souligné qu'ils ne sont pas des partenaires de circonstance, mais des membres à part entière de notre famille ouest-africaine. Le Togo entend ainsi jouer un rôle de médiateur, de facilitateur entre les pays sahéliens et leurs partenaires internationaux. Comme vous le saviez, le monde va mal. Il va mal parce que nous vivons des moments de trouble. Nous vivons des moments d'incertitude. Et de ces moments d'incertitude, malheureusement, dans certaines parties du monde, et particulièrement en Afrique, dans la région du Sahel, nous avions ces incertitudes. Et ces incertitudes sont essentiellement des incertitudes liées au terrorisme et à l'insécurité dans notre région. Fort de ces incertitudes, mesdames et messieurs, le plus souvent, certains se posent des questions dont je suis sûr que parmi vous, certaines ont les mêmes questions. Ils se demandent pourquoi le Togo? Pourquoi le Togo a-t-il une stratégie pour le Sahel? Qu'est-ce que vise le Togo? Ou parfois, quelle est la position du Togo? La position du Togo est claire. Le Togo est et sera toujours du côté des frères et sœurs des pays du Sahel. C'est notre position. Elle est assumée par le président du Conseil. Pour le Togo, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ne sont pas des partenaires de circonstance, mais des membres à part entière de notre famille ouest-africaine. Notre stratégie assume ce choix de la proximité avec les trois pays. Nous persistons dans notre volonté de bâtir des ponts là où d'autres érigent des murs. Car la paix au Sahel ne saurait être pérenne sans l'inclusion de tous ces acteurs. La nouvelle stratégie du Togo pour le Sahel n'est pas un simple document d'orientation, mais une main tendue et un cadre de collaboration formelle. Le Togo est prêt à mettre son expertise en médiation et son ancrage régional au service de la stabilité pour servir de pont
entre le Sahel et l'ensemble de la communauté internationale. De son côté, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a salué l'initiative togolaise tout en appelant à un cadre de coopération fondé sur la confiance et le respect des États membres de la Confédération des États du Sahel AES, regroupant le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Le Mali soutient les initiatives sincères en faveur du Sahel tout en soulignant qu'elles ne doivent pas se substituer à l'action des États concernés, a-t-il affirmé, insistant sur la nécessité d'une coopération alignée sur les priorités souveraines des pays de l'AES. Le Mali se réjouit de participer à la présente cérémonie consacrée au lancement de la stratégie Togo-Sahel qui illustre une nouvelle fois la volonté du pays frère le Togo d'adapter son engagement aux nouvelles réalités géopolitiques et sécuritaires en vue de renforcer la stabilité régionale, mais aussi la coopération entre les États du Sahel et ceux du Golfe de Guinée dans un environnement géopolitique et un monde en pleine mutation, j'allais même dire en plein basculement. Sur le principe, nous saluons cette initiative renouvelée du gouvernement togolais de poursuivre son action en faveur de la paix et de la sécurité sous-régionale, bien commun. Dans la démarche, il est heureux que les autorités togolaises aient fait le choix de l'inclusivité en associant les parties prenantes, particulièrement les États concernés à titre principal, non seulement à la présente cérémonie de lancement de la stratégie Togo-Sahel, mais aussi à sa mise en œuvre. Comme le dit un adage bien connu de chez nous, on ne peut pas raser la tête de quelqu'un en son absence. En effet, les piliers sur lesquels repose la stratégie appelle à une action concertée, cohérente et respectueuse de la souveraineté des États. La prise en compte des besoins des États et des peuples du Sahel, en compte des attentes légitimes des populations et des défis que rencontrent les pays du Sahel contribuera à la résolution des crises auxquelles notre région fait face. Dans la substance, la stratégie Togo-Sahel s'inscrit en cohérence avec la vision de nos plus hautes autorités de parvenir au retour de la paix et de la stabilité dans nos États et dans la région du Sahel dans un esprit de pragmatisme, de réalisme et de sagesse. Le premier mérite de cette stratégie est qu'elle émane d'un pays qui n'a eu de cesse de prôner, mais au plus important, de pratiquer le dialogue avec les pays du Sahel, en soulignant que leur situation de transition politique ne saurait être le prétexte à leur relégation au second plan, dans certains cas à leur diabolisation. À l'évidence, ces pays du Sahel, nos pays du Sahel, vivent au quotidien et au prix de la quiétude, voire de la vie de nos populations, la crise qui leur est imposée. Car oui, cette crise n'est pas née au Sahel. Nous le savons, elle est la conséquence d'une succession d'événements, certes internes pour certains, mais aussi externes pour la plupart, à l'image de l'intervention malheureuse atlantique en Libye. Il est nécessaire de parvenir à une compréhension commune de ce qu'est la menace terroriste, de comprendre ses causes profondes, d'identifier ensuite les éléments qui entretiennent le terrorisme afin de mieux le combattre. Je l'annonçais également dans les titres, le gouvernement du Niger et l'UNICEF ont réaffirmé leur partenariat stratégique en faveur du bien-être des enfants à l'issue d'une rencontre entre le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen et une délégation conduite par Ted Sheiban. Les deux parties ont convenu d'intensifier leur action conjointe. Les priorités portent notamment sur la santé, la nutrition, l'éducation et la protection de l'enfance avec une attention particulière à la santé maternelle et à l'accès à une éducation adaptée aux réalités socio-économiques. L'UNICEF a salué les efforts engagés par les autorités nigériennes et s'est engagé à renforcer son appui dans le cadre des priorités nationales. Cette coopération vise à accélérer la mise en œuvre des projets et à garantir à chaque enfant les conditions nécessaires pour atteindre son plein potentiel. Restons toujours au Niger. Les prix des principales céréales au Niger affichent une nette baisse en glissement annuel, alors même que les marchés agricoles ont globalement évolué dans la stabilité durant la semaine du 8 au 14 avril 2026, selon les données du système d'information sur les marchés agricoles CIMA. Cette stabilité hebdomadaire s'explique par un équilibre entre l'offre et la demande, dans un contexte marqué par une amélioration progressive de l'approvisionnement et une accalmie des tensions observées ces derniers mois.
À l'exception du maïs qui a enregistré un léger recul de 1%, les autres céréales sont restées globalement stables sur la période. Sur un an, la tendance est cependant nettement à la baisse, traduisant un soulagement pour les consommateurs. Les prix ont aussi chuté de 29% pour le mil, 34% pour le sorgho, 39% pour le maïs et 22% pour le riz importé. Dans le détail, le prix moyen du mil est resté quasiment inchangé, autour de 21 142 francs CFA le sac de 100 kg, avec des disparités importantes selon les localités. Le sorgho a connu une légère hausse hebdomadaire, tandis que le maïs a enregistré un repli modéré, notamment dans les zones proches des bassins de production. Quant au riz importé, il demeure stable malgré des variations régionales. Selon le ciment, cette situation favorable s'explique par des niveaux de stock satisfaisants, des approvisionnements réguliers et une relative fluidité des échanges commerciaux, même si certaines zones enclavées continuent de faire face à des contraintes logistiques. Direction Burkina Faso, le gouvernement burkinabé a annoncé mercredi 15 avril 2026 la dissolution de 118 associations désormais interdites d'exercer sur l'ensemble du territoire national. Dans un communiqué officiel, le ministre d'État chargé de l'administration territoriale et de la mobilité, Émile Zerbo, a précisé que cette décision s'inscrit dans le respect des dispositions légales en vigueur, notamment sur la liberté d'association. Les organisations concernées, actives dans divers domaines tels que l'humanitaire, le droit civique et le développement, sont accusés de ne pas se conformer à la réglementation. Les autorités préviennent que toute activité malgré cette interdiction exposera les contrevenants à des sanctions. Cette mesure s'inscrit dans une dynamique plus large de régulation du secteur associatif engagé par le gouvernement, à l'image de celle observée au Niger et au Mali, visant à renforcer le contrôle des ONG et associations opérant dans les pays. Toujours au Niger, le ministre nigérien des Affaires étrangères Bakary Yahou Sangaré a indiqué que le Niger a été officiellement informé par la police sud-africaine de l'arrestation de l'influenceur panafricaniste Kémi Séba. Selon les autorités nigériennes, l'activiste était en possession d'un passeport diplomatique nigérien au moment de son interpellation. Le ministre a précisé que Kémi Séba fait l'objet de poursuites pour dépassement du délai de séjour sur le territoire sud-africain. Cette situation suscite un intérêt particulier du côté de Niamey, qui suit de près l'évolution du dossier en lien avec les autorités sud-africaines. Le détenteur d'un passeport diplomatique, quand il a été arrêté, notre mission diplomatique à Pretoria a été avertie et ce qu'on nous a dit, c'est un séjour illégal. Il a dépassé le temps qu'il devait passer. Ce sont des situations qui arrivent. On ne sait pas. Moi, je ne peux pas vous dire pourquoi il est resté plus longtemps que ce qu'il devait. Il a passé plus de temps en Afrique que son visa ne le permette. C'est la police sud-africaine qui est venue vers nous parce qu'il est détenteur justement d'un passeport et il voulait juste qu'on l'authentifie parce que ça peut être un faux document. Donc on l'a authentifié. C'est un passeport qui a été régulièrement attribué à ce monsieur. Et maintenant, l'audience devait se passer, le mercredi ou le jeudi, elle a été reportée. On attend au 20. Moi, je travaille avec les informations officielles. Les réseaux sociaux, vous savez, ils racontent ce qu'ils veulent. Je ne dis pas que c'est faux ou c'est vrai. Et ce qui est sûr, c'est que nous, officiellement, voilà ce qu'on nous a dit. Séjour irrégulier, la police ne nous a pas parlé d'extradition ou de quoi que ce soit. Peut-être c'est une évolution dans le dossier, je n'en sais rien. Mais dans tous les cas, lundi, on saura. Autre actualité africaine, la Commission de l'Union africaine UA a exprimé sa profonde préoccupation et condamné fermement les informations faisant état d'une décision d'Israël de nommer un envoyé diplomatique au Somaliland. Dans une déclaration, la Commission a réaffirmé le respect indéfectible de l'Union africaine pour la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale de la Somalie, conformément à l'acte constitutif de l'UIA et au droit international, soulignant que l'organisation continentale ne reconnaît pas le Somaliland comme un État indépendant. Rappelant le comité de la 1324e réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'UIA, tenue le 6 janvier 2026, la Commission a indiqué que toute reconnaissance unilatérale du Somaliland est nulle et non avenue, avertissant que de telles initiatives pourraient compromettre la stabilité régionale. L'Union africaine a par ailleurs réitéré son engagement à soutenir les efforts de paix, de gouvernance et de cohésion nationale en Somalie.
Direction Sénégal à Diamniadio, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a dénoncé samedi la banalisation du recours unilatéral à la force en référence aux tensions au Moyen-Orient impliquant notamment les États-Unis, Israël et l'Iran. S'exprimant à l'ouverture de la 7e conférence des ambassadeurs et consuls généraux du Sénégal, il a estimé que ces pratiques contreviennent aux principes de la Charte des Nations Unies et interrogent l'efficacité des mécanismes actuels de gestion des crises. Le chef de l'État sénégalais a plaidé pour un ordre international plus juste, rejetant toute approche sélective de la valeur de la vie humaine. Il a également appelé à un renouveau de multilatéralisme à travers une réforme ambitieuse de la gouvernance mondiale donnant à l'Afrique une place accrue. Cette rencontre se tient en prélude au Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, prévu le 20 et 21 avril prochain. La République démocratique du Congo et le rebelle de l'AFC M23 ont conclu un accord prévoyant la libération des prisonniers sous 10 jours à l'issue des pourparlers tenus en Suisse sous médiation qatari. L'échange concernera 311 combattants du M23 et 166 soldats gouvernementaux avec l'appui du Comité international de la Croix-Rouge. Les deux parties se sont engagées également à faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire et à protéger les infrastructures civiles. Malgré cet accord, la situation sécuritaire reste fragile dans l'est du pays où les combats se poursuivent. Au forum de la diplomatie d'Antalya en Turquie 2026, des responsables africains et onusiens ont souligné le potentiel économique encore sous-estimé du continent. Hanna Serwa Tetef a réaffirmé que le renforcement de l'intégration commerciale, notamment via la zone de libre-échange continentale africaine et l'augmentation des investissements pourraient faire de l'Afrique un hub mondial. Les intervenants ont toutefois insisté sur un défi majeur, l'accès à des financements abordables et à long terme. Le ministre saoudien Mouhidine Salim a appelé à mieux valoriser le potentiel du continent, souvent éclipsé par les conflits, tout en soulignant le poids démographique des jeunes et des richesses naturelles. De son côté, le chef de la diplomatie rwandaise, Olivier, a qualifié la GLECAF de tournant décisif, estimant que des investissements ciblés et une coopération accrue pourraient conduire l'Afrique vers une prospérité durable. La Cour constitutionnelle du Bénin a proclamé le 16 avril 2026 le résultat définitif de l'élection présidentielle du 12 avril, confirmant ainsi la victoire de Romiel Wadani avec 94,27% de suffrages. Son adversaire Paul Hunkpe obtient 5,73 des voix. Le taux de participation a été réévalué à 63,57% contre 58,75% annoncé initialement par la commission électorale. Âgé de 49 ans et ancien ministre de l'économie sous Patrice Talon, Wadani prêtera serment le 23 mai 2026 pour un mandat désormais fixé à 7 ans. Voilà, c'est tout pour cette édition sur Niger Voice, la radio de la diaspora africaine présentée par Emirana Kilomaïga. On se donne rendez-vous le week-end prochain, Inch'Allah.